Euh, ok. Tout naturellement, je vous dis bonjour et je vous remercie pour cette interview. Je remercie le peuple français comme tous les Maliens d'ailleurs. On remercie le peuple français à travers son président, son Excellence Monsieur François Hollande, pour sa participation à la crise malienne. Cela étant dit, ma position officielle sur la venue de la France est connue de tous parce que je ne suis pas cru dessus. Je l'ai dit partout où j'ai pu, notamment sur les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, et etc. Alors j'ai dit ceci. La France a attendu le 11 janvier 2013 pour intervenir au Mali. Par rapport à cela, je pense que les Maliens doivent s'interpeller. La première question que les Maliens doivent se poser, c'est pourquoi la France a attendu que ce jour pour intervenir au Mali, c'est-à-dire pour aider le peuple malien, alors qu'elle aurait pu le faire bien avant, vu que le 11 septembre n'était pas le seul jour critique que le peuple malien traversait dans son histoire. On a eu des jours critiques, on a eu des jours où il y a eu des flagellations au nord, c'est-à-dire des coupures, il y a eu des coupures de main au nord, il y a eu des coupures de pieds au nord, il y a eu toutes sortes d'exactions au nord. La France et la communauté internationale, la CEDEAO, l'ONU sont restés là à tergiverser sur ce qu'on devrait faire. Or, à l'époque, sur le terrain, il y avait vraiment une urgence. Mais on n'a rien fait. Au passage, je rappelle que cette crise n'a pas commencé maintenant. Cette crise a commencé le 12 janvier 2012. C'est ironique parce que c'était vraiment un an après, le 12 janvier 2012. Et la France est intervenue le 11 janvier 2013. Donc, enfin, je dis le 12, excusez-moi. Le 17 janvier, je veux dire. 17 janvier 2012 au 11 janvier. Donc, presque un an. Et avant cela, la crise s'est installée au fil des années. C'est-à-dire, le groupe terroriste Ansardine, le groupe dirigé par Iyad Ghali, le groupe terroriste malien, le groupe Acmi Al-Qaïda au Maghreb islamique et Mujao, je pense que c'est le mouvement pour l'unicité du djihad dans l'Afrique de l'Ouest. Je le dis entre guillemets parce que je ne sais pas, vous me corrigerez, je ne sais pas si c'est vraiment cela. Ces gens ont commencé à s'installer au Mali depuis 2002. 2002, 2003, 2004 jusqu'à nos jours, sous les yeux des autorités maliennes et sous les yeux de la communauté internationale, donc sous les yeux de la France, de l'Algérie, de la Mauritanie et des pays de la CEDEAO, des États-Unis. Mais personne n'a rien fait. Le président malien de l'époque, Amadou Toumani Touré, a lancé un appel disant que le problème du terrorisme était un problème transfrontalier. Donc à un problème transfrontalier, il faut une solution transfrontalière. Mais personne n'a répondu. Il a même, lui et son gouvernement, essayé de convoquer des états généraux sur le sujet. Mais encore une fois de plus, tout le monde a fait la sourde oreille. Alors, à cette époque, comme on dit, le dicton, mieux vaut guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. On n'a rien fait. Quand les attaques ont commencé le 17 janvier 2012, on n'a rien fait. Quand le gouvernement Amadou Toumani Touré a été déchu le 22 avril, je crois, non, le 22 mars plutôt, le 22 mars, je crois, on n'a rien fait. Quand les exactions ont commencé, c'est-à-dire les viols des femmes, les viols des petites filles, les coupures de mains, de pieds,
les flagellations, les lapidations, et tout ça, on n'a rien fait. Et maintenant, soi-disant, ces gens voulaient venir au sud, une zone que je souligne en passant, une zone critique, enfin pas critique, mais une zone hostile. Voilà que tout le monde se mobilise pour venir au Mali. Alors moi je dis que les Maliens doivent faire attention par rapport à cela et ne pas tomber dans le piège. Ne pas tomber dans le piège. Nous dire que tout s'est décidé du jour au lendemain, qu'on a vu ces gens venir, que le président Diongoula Traoré a écrit une lettre envoyée au président Hollande et que juste après le président Hollande et ses troupes ont débarqué au Mali, c'est de la fumée. Tout cela cache quelque chose de profond. Cette chose, je pourrais en parler éventuellement, mais c'est pas le sujet. Donc je vais survoler. Je vais juste dire un truc. Pour comprendre la complexité et la profondeur de la crise malienne, il faut faire une lecture en incluant les structures des géostratégies et des géopolitiques. À ce test-là, on saisira, le peuple malien et le malien lambda saisiront ce qui se passe réellement aujourd'hui et saisiront la venue de la France au Mali, et saisiront l'effet de la venue de la France au Mali, parce que tout cela n'est que géostratégie et que géopolitique. Alors maintenant sur Kidal, c'est-à-dire l'absence de l'armée malienne à Kidal. Bon, je ne pense pas que j'ai beaucoup à dire sur le sujet, vu que le président de la République du Mali, son Excellence Diongoula Traoré, s'est déjà exprimé sur le sujet. Le ministre de la Défense aussi, je crois. Donc moi, à mon niveau, j'ai plus beaucoup de choses à dire là-dessus. Sauf que je pense que de toutes les situations, de tous les scénarios possibles, le pire serait de mentir et de cacher les choses au peuple malien. Donc en ce sens, j'interpelle le président Traoré et le premier ministre Django Sissoko et son gouvernement. C'est-à-dire, ils ont demandé au peuple malien de se mobiliser derrière l'armée nationale. On l'a fait. Ils nous ont demandé de contribuer à l'effort de guerre en décrétant notamment l'état d'urgence. On l'a fait parce que c'est notre pays. Alors, les problèmes et les préoccupations du pays, je pense qu'aujourd'hui, n'incombent pas, incombe à ce stade-là. Ce sont des problèmes qui incombent à tous les Maliens, aussi bien les gouvernants que le peuple. Si éventuellement c'est la négociation avec le MNLA qui se trouve en jeu dans cette affaire et qu'ils ne veulent pas nous informer là-dessus, ça serait vraiment mal. Parce que on doit préciser un truc sur le sujet. Le peuple malien, dans son ensemble, je crois, n'acceptera jamais, au grand jamais, de négocier avec le MNLA. Ça, c'est une position, il faut être clair dessus. Et je pense que je ne dois pas être le seul à être clair dessus. C'est-à-dire, tous les Maliens doivent être clairs sur cette position-là. Pas de négociation avec le MNLA. Si éventuellement c'est ce que nos autorités nous cachent, pas de négociation avec le MNLA. Mais en contrepartie, les dirigeants maliens doivent obliger le MNLA justement
à prendre part aux concertations nationales. Ça, c'est primordial. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le groupe MLNA, peu importe que ce soit une minorité, peut-être je vais pas aller dans le sens de la majorité des concitoyens, mais je crois qu'il faut le dire et je crois que il faut insister là-dessus. Le MLNA peut être minoritaire, le MLNA peut être indépendantiste, le MLNA peut être tout ce qu'on veut, mais il n'en demeure pas moins que le MLNA est malien. Alors à ce titre, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais à ce titre, s'il y a des concertations nationales, le MLNA doit y prendre part. Parce que si nous en sommes à ce point aujourd'hui, c'est en partie à cause de. Alors, la justice malienne a délivré des mandats internationaux et nationaux à l'encontre de quelques membres du MLNA. Je pense qu'à part eux, on peut éventuellement essayer d'inclure le reste des membres du MLNA dans les concertations nationales qui se feront après la situation que l'on traverse maintenant. Alors, cela implique déjà de désarmer le MLNA en un premier temps et de lui imposer l'acceptation de la laïcité et du caractère intransigeant sur la séparation du territoire malien. Ces quelques points sont vraiment intéressants et vraiment importants. Donc là, je ne demande pas aux Maliens d'oublier ce qui s'est passé. Je ne demande pas, parce que ce qui s'est passé, on ne pourra jamais l'oublier. Mais, on peut dire tout ce qu'on veut. On ne pourra jamais reconstruire le Mali sans une partie insatisfaite et une partie qui ne veut pas prendre part aux actions et aux activités maliennes. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, il ne faut pas qu'on se le voile la face, il n'est pas fort. Il a besoin d'être fort. Donc, on ne demande pas aux Maliens d'oublier ce qui s'est passé. Le fait que le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, la justice malienne ait délivré des mandats d'arrêt contre ces quelques personnes rentre dans le cadre, à mon sens, de l'apaisement de la tension sociale. Parce que ces gens sont les vecteurs directeurs de cette crise. Ce sont eux les acteurs, c'est-à-dire ce sont eux qui ont manipulé, ce sont eux qui ont menti, ce sont eux qui ont décidé, alors que la justice se pose sur eux. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est pas pour autant on doit exclure tous les membres du MLNA, parce qu'il y a un truc très important, un caractère très important qu'il faudrait prendre en compte. C'est que c'est vrai qu'il y a le MLNA, mais le MLNA n'est pas seul. Le MLNA est soutenu, même si il est soutenu par une minorité. Même s'il est soutenu par une minorité, il est soutenu. Il n'en est pas moins qu'il est soutenu. Donc, une fois de plus, pour résumer ce que je suis en train de dire, on ne peut pas reconstruire le Mali sans inclure le MLNA. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc je demande à mes concitoyens, à mes frères maliens et maliennes, je leur dis que je comprends leur sensibilité et je respecte cette sensibilité-là. Parce que moi aussi, ce ressenti, je le ressens. Je le ressens et dans l'âme et dans la chair. Mais si l'on parle de nation et qu'on est une nation, à part les vrais responsables qui sont aujourd'hui
sous mandat d'arrêt, je crois qu'il me reste, on peut l'inclure. Mais son inclusion demande la satisfaction de quelques conditions, dont le fait de respecter le caractère laïque de la République malienne, le fait de respecter l'intégrité du territoire malien et le fait de, pour une fois dans leur vie, de se sentir malien et d'arrêter de penser que eux, une minorité, peuvent prendre le dessus sur 15 millions. Alors, écoutez, pour moi, le problème de la jeunesse malienne réside dans sa division. La division, pourquoi qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain? On constate que les associations de jeunes du Mali, et croyez-moi quand je vous dis qu'il en existe vraiment, il en existe des tas et des tas d'associations, n'arrivent pas à coordonner et à se coordonner et à se mobiliser de façon efficace, de façon à servir les intérêts du Mali. Elles n'arrivent pas. Alors, cela est dû à un souci, à mon sens, à un souci de visibilité. Je sais que c'est assez bête, mais c'est exactement ça. Cela réside dans un souci de visibilité, c'est-à-dire tout le monde veut qu'on sache que c'est lui qui a posé cet acte. C'est-à-dire on est dans le moi, c'est moi qui fais ça. Oui. Alors, on peut s'attendre aux conséquences de ce genre de comportement. Cela n'engendre autre chose que le fait que tout le monde pose des actes par-ci, par-là, des actes isolés, éparpillés, qui au final ne porteront pas leurs fruits. Or, si ces actions, ces actes étaient rassemblés en un bloc et menés par un seul bloc, parce que quand je vous dis que les associations de jeunes du Mali, ça existe en quantité, c'est que vraiment ça existe. Alors si ces actions se regroupaient en un seul bloc pour servir les intérêts du Mali et non les intérêts personnels, les intérêts de leur président ou de leur secrétaire général, je pense que elles porteront leurs fruits. C'est-à-dire, ces associations porteront le fruit de leurs actions qui n'est autre que servir les intérêts du Mali. Alors, maintenant on peut s'étaler aussi dans le souci, dans ce facteur de souci de visibilité. Généralement, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes, il y a des exceptions comme je l'ai dit, mais les jeunes dans la majorité essayent de servir des ambitions personnelles parce que on voit qu'il y a des récupérations. Pourquoi le souci de visibilité de chacun? Tout le monde veut faire son truc de son côté. C'est généralement dans un souci de récupération politique. C'est-à-dire pour défendre, avoir de la visibilité pour pouvoir défendre leur candidat aux élections présidentielles. C'est important de le dire. Et c'est exactement cela. Bon, vu que les candidats eux-mêmes ne sont pas unis, alors c'est sûr que leurs représentants de la jeunesse ne seront pas unis. Cela ne servira pas les intérêts du Mali. Alors là, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à l'unité non seulement de la jeunesse, mais à l'unité
du peuple malien en général. C'est-à-dire au fait que, à ce stade de notre histoire, le monde entier a le regard rivé sur nous. Et vont voir ce que nous, le monde entier va voir, excusez-moi, va voir ce que nous, peuple malien, on fera. L'histoire retiendra les décisions que l'on portera là-bas tout de suite. Et ces décisions seront automatiquement répercutées sur notre descendance. Alors, je pense que si tout le monde se met dans la tête et se pose la question, qu'est-ce que je vais arranger aujourd'hui pour ma descendance? Cette question, la réponse à cette question résoudrait les problèmes de non seulement la jeunesse, mais du malien en général. Parce que cette réponse-là, penser au futur, penser à ce qu'on va mettre, à ce qu'on va préparer pour notre descendance est vraiment important. Et pas important que pour moi. Je pense que ce facteur est important pour tous les Maliens et pour l'homme en général. Alors, j'appelle à l'unité de la jeunesse. On en est arrivé à un point où la jeunesse doit être unie, où les ambitions personnelles doivent être écartées, parce que la seule vision, la seule visibilité aujourd'hui, c'est le Mali et les intérêts du Mali. C'est très important. Moi, personnellement, tout le monde le sait, je porte les couleurs de l'ADN. Avenir et développement du Mali, qui a pour président Monsieur Madani Tall. Mais si aujourd'hui, pour que la jeunesse réussisse, pour qu'on ait un candidat jeune et un candidat pour la jeunesse, pour qu'on ait une rupture totale d'avec les gens qui ont mis le Mali dans cette position-là, je serai prêt et je suis prêt à dire à mon candidat de s'unir aux autres candidats jeunes, de faire une primaire entre eux pour élire le président que tout le monde soutiendra dans un souci de ne pas faillir aux élections présidentielles qui sont programmées pour juillet 2013. Alors, pour conclure tout cela, aujourd'hui, l'unité est sacrée. Alors, jeunesse malienne, par ma voix, je te dis, unis-toi, parce que c'est que uni, tu auras la force et tu auras la réelle visibilité et qu'on te respectera et que tu serviras les intérêts de ton pays. Alors, les élections présidentielles 2013. Bon. Comme vous-même vous venez de le signifier tout de suite, le président de la République du Mali, son Excellence Donkunda Traoré, et le gouvernement ont décidé d'organiser des élections présidentielles dans 5 mois, c'est-à-dire en juillet. Alors, me demander à moi, en sorte de citoyen, si cela est tenable ou pas, je pense que je serai dans l'incapacité de vous répondre, du simple fait que je ne suis ni dans le gouvernement, ni à Koulibar. Donc, d'autre part, je sais que pour organiser des élections présidentielles, il faut satisfaire quelques conditions en termes de fichier électoral et d'autres conditions. Vous savez, je ne suis pas trop technique là-dessus, mais je dis que si le gouvernement et le président savent qu'ils peuvent réunir ces conditions-là
et qui peuvent organiser des élections crédibles, transparentes et qui satisfont tout le monde, alors ils vont pas le faire. C'est maintenant, c'est-à-dire il incombe à chaque candidat de se préparer en conséquence. Et c'est justement là que moi, ma lecture rentre en compte. Alors, vous savez, il y a deux types de candidats. Vous avez les candidats de l'ancienne génération. Je vais les nommer, c'est-à-dire les candidats tels Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, Boubé Maïga, Tapo, Modibo Sidibé, et même je crois qu'il y a Ahmed Jan Semega qui va se présenter, comme quoi le ridicule ne tue pas au Mali. Bon, bref. Ces gens ont eu le développement du Mali à leur charge et ils ne l'ont pas fait. Alors, certes, on va me dire, mais ils ont construit ceci, ils ont construit cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ok, je l'accorde. Mais ce que je dis derrière, c'est que ce soit eux ou pas, ce travail aurait été fait. Je répète, que ce soit eux ou pas, ce travail aurait été fait. Maintenant, quand on dit qu'ils n'ont pas développé le pays, c'est dans des secteurs bien définis. Vous savez, l'État incombe trois missions régaliennes. Vous avez le fait d'assurer la justice sociale, vous avez le fait d'assurer l'intégrité du territoire et vous avez le fait d'assurer la sécurité dans la société, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. Alors maintenant, posons les trois questions qui vont avec ces trois missions régaliennes. C'est-à-dire au Mali aujourd'hui, vous partez et vous posez la question à un Malien, est-ce que la justice sociale est assurée au Mali? Il vous répondra par non. Demandez-lui, est-ce que l'intégrité du territoire est assurée? Ça, je pense que c'est pas qu'au Malien, le monde entier connaît cette réponse-là. Alors cela engendrera le troisième point qui est la sécurisation de la société, des personnes et de leurs biens, qui aussi malheureusement n'est pas assurée. Alors donc, ces personnes-là, l'ancienne génération, elle a failli aux missions régaliennes de l'État. Pourquoi je l'ai choisi elle? Parce que c'est elles qui ont conduit le Mali, c'est elles qui ont dirigé ces personnes-là, c'est elles qui ont dirigé et qui ont décidé dans les affaires maliennes. Donc, quelque part, on peut le dire sans l'ombre d'un doute qu'ils ont manqué de réelle volonté politique. Alors aujourd'hui, moi je pose cette question. Qu'est-ce que ces gens pourront nous apporter de nouveau qu'ils n'ont pas apporté dans les années précédentes? Je n'en vois pas. Le Mali a été entaché par la corruption, le népotisme, c'est-à-dire le banditisme, tout ce qui a amené le Mali dans le gouffre qu'il est aujourd'hui. Ces personnes-là sont à la base, juste parce que ils ont mis en place un manque généralisé de ne pas vouloir s'occuper du développement du Mali et en contrepartie se mettre bien, c'est-à-dire vivre au-dessus de tout le monde et aux dépens de tout le monde, parce que c'était exactement ça. Quand Ahmed Semega vous dit que 10 millions du ministère de Transport ont été investis dans du thé et que les Maliens se mettent à rire avec lui, moi je dis, mais dans quel pays on vit? Dans quel pays on vit? Oui. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, ce qu'on demande aujourd'hui, ce que moi je demande aujourd'hui, c'est là
rupture totale, mais totale avec ces personnes-là. En Bambara, il y a un dicton qui se dit chez nous, c'est-à-dire, moi je le dis en Bambara, je le traduis en français. Moro iboram yoromna. Je pense que c'est un truc dans le genre. Moro iboram na ibadombe. Je sais pas, peut-être c'est pas correct, mais c'est pour dire que les conditions que tu as quittées en partant de chez toi, tu les connais. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Mais ce qui est derrière toi, si c'est bien ou si c'est mal, tu le sais. Alors, je pense que même si aujourd'hui, on ne sait pas ce que la nouvelle génération peut nous rapporter, on sait en contrepartie ce que l'ancienne génération a fait. Et c'est elle qui a mis le pays dans ce gouffre-là. C'est elle, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit les présidents qui se sont succédés, que ce soit la fausse opposition qui a été mise en place, parce que c'est une fausse opposition. Ce sont les mêmes personnes qui étaient au pouvoir qui ont mis l'opposition en place. Alors voilà, il faut une rupture totale d'avec ces gens-là et nous reporter, nous, la jeunesse, sur la nouvelle génération. Alors je disais, et que l'on continue directement sur la nouvelle génération. Vous savez, c'est un peu bien que vous ayez choisi cette chanson de Ramsès Maliankura. Maliankura signifie le nouveau malien. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les Maliens aspirent au changement, demandent le changement. Mais c'est exactement ce que le monsieur Ramsès dit dans sa chanson. Il dit Maliankura, le nouveau malien. C'est-à-dire, il nous faut un nouveau malien. Il dit, il faut que Malien Beka Fali, il faut que les Maliens changent, il faut que un Beka Fali, il faut que nous changeons. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir le changement et toi-même ne pas vouloir changer. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Donc, Malien Koura, Namba fait Koka Fali, faut Beka Fali. Si tu veux le changement, soit le changement. Là, on rejoint le proverbe de Gandhi, l'Indien. C'est Gandhi qui disait, si tu veux le changement, soit le changement. Donc, à la jeunesse malienne, je lui dis qu'elle a le changement entre les mains. La jeunesse malienne constitue 85% de la population totale malienne. C'est-à-dire sur 15%, la jeunesse malienne représente 85%. Donc on a un réel pouvoir entre les mains, mais on est divisé. Et là, on rejoint le terme précédent où j'appelais à l'unité. Parce que justement, il n'y a que l'unité qui pourra apporter le changement au pays. L'unité de la jeunesse. Il suffit que la jeunesse décide de changer totalement et ce changement se fera. On verra, ce changement va se concrétiser. Et ça, alors je disais qu'il suffit que la jeunesse veuille du changement et que ce changement se concrétisera parce que tout simplement la jeunesse malienne constitue 85% des 15 millions de Maliens. Alors c'est très très important. Et qu'on ne pouvait pas vouloir le changement et ne pas changer soi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir le changement et s'accrocher à l'ancienneté. Si on veut une nouveauté, on casse avec l'ancienneté pour s'accrocher à la nouveauté. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à cette jeunesse malienne, je lui dis encore une fois, unis-toi, mobilise-toi, prends l'exemple sur les jeunes du Sénégal. Ils ont dit, eux, que Wade ne deviendra pas leur président. Et Wade n'est pas devenu président. Ils ont eu Macky Sall comme président. Ils ont manifesté et concrétisé leur volonté. Et nous, au Mali, si eux
l'ont réussi. Nous pouvons le réussir. Mais à la condition que nos divisions, on les mette de côté et qu'on s'unisse pour apporter le changement. Quand je dis le changement, c'est pas un candidat de l'ancienne génération, même s'il porte des projets pour la nouvelle génération, je pense que tous les candidats aujourd'hui passent par là. Un candidat ne peut pas faire son programme son programme de campagne présidentielle sans prendre compte de l'espace jeune. C'est pas possible. Donc, si l'on décide de faire cela, autant voter pour l'ancienne génération. Maintenant, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la rupture totale avec l'ancienne génération, de la rupture totale avec les pratiques de l'ancienne génération. On ne veut plus voir une personne qui a pris part au truc, qui a pris part aux affaires maliennes, dépassant plus de 55 ans au pouvoir au Mali. On ne veut plus de ça. On veut un jeune, frais, ambitieux, ayant la force et le caractère et la volonté publique de porter le Mali peu importe le candidat de la nouvelle génération, peu importe le candidat. C'est pour cela, je vais en profiter pour dire un conseil. La nouvelle génération, elle sait elle-même que si elle part de façon dispersée à ces élections présidentielles-là, elle ne passera pas le premier tour. Donc pour moi, c'est mieux, ce que je pense, et ce que beaucoup de personnes pensent, parce qu'on en a parlé entre nous, on parle entre nous, alors c'est mieux de s'unir, d'élire un président que tout le monde soutiendra dans l'intérêt suprême du Mali. C'est très important. Parce que là, on ne prend pas de risque, on est sûr et certain qu'un jeune présidera le Mali. Un jeune moins de 50 ans présidera le Mali avec ses idées et avec le concours et les idées de ses compagnons jeunes. Peu importe, pour moi franchement, peu importe le président. Que ce président soit jeune et qui ait un programme clair pour la jeunesse, pour le développement, pour la sécurité, pour l'alimentation, pour tout. Et qu'une fois, au lieu de dire à la communauté internationale et de lui tendre la main et d'appliquer ces politiques-là, que nous-mêmes, on dise non, voilà comment est-ce qu'on veut que notre société soit dirigée. Est-ce que la communauté internationale, tu peux nous aider en ce sens-là? C'est-à-dire, là, on veut arriver à un point où c'est nous qui proposons et la communauté internationale nous assiste. Et non, le fait que la communauté internationale nous dise ce que l'on doit faire, sous prétexte qu'il finance des projets et des systèmes de développement chez nous qui, au final, ne nous servent à rien. Donc, encore une fois de plus, j'appelle à l'unité. Le changement est à portée de main et c'est maintenant.